A, Z, être vivant. Donc, non. Par contre, il y a un signe de bienvenue. Oui, Hugues, comme chez les Indiens. Oui, et puis il y a un avantage, c'est que on va montrer ce phénomène qui est vraiment typique chez l'humain, c'est le pouce opposable au doigt. Vous voyez, sur ce dessin. Donc ça aussi, c'est une caractéristique de l'humain. Oui, mais alors, quelle taille ont-ils? Sont-ils grands? Sont-ils petits? Eh bien, on a dessiné ici la sonde, la parabole de la sonde. Donc si bien que si ceux qui interceptent la sonde vont forcément voir cette parabole et en la comparant, vont trouver, vont en déduire la taille de l'homme, qui est à peu près là 1,80 m. Voilà, c'est ça, c'est les calculs. On a aussi indiqué, bon, la provenance. On a fait ici toutes les planètes dont je vous ai indiqué l'ordre tout à l'heure. Et voilà, c'est après Jupiter que la sonde est sortie de Terre. Voilà. Donc, nous venons d'ici, la Terre, qui est ici le Soleil. Et puis, comme on avait déterminé ici cette grandeur qui est en la distance, une unité astronomique qui est en 150 millions de kilomètres, voilà, ben avec ça, vous vous débrouillez, les amis. Et puis, vous allez vous faire une idée de ce qu'est la vie sur Terre. Voilà. Bon. C'est une anecdote, je me plaisais à vous le dire. Alors ça va en marche arrière, non, c'est pas possible. Voilà. Vous voyez, ça m'émeut toujours, mais ça fait rire. Alors, en 1974, on a dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose de plus moderne. On a fait un grand radiotélescope qui est dans la jungle à Porto Rico. Et là, c'est un poste émetteur. Malheureusement, les dernières tempêtes de cette année, je crois, ont mis à bas le système récepteur. Voilà. Donc on a envoyé un message. Alors quel message? Je vais vous le dire tout à l'heure. Dans l'amas M13, donc Messier 13, c'est un amas de galaxies. Il est tellement loin que la réponse, ce sera dans 44 000 ans. Enfin, on a fait un effort. Voilà, puis on est à l'écoute, toujours on est à l'écoute. Alors là, c'est sur le plateau d'Atacama, je crois. On a une série de paraboles qui étudient constamment les signaux. On a rien reçu jusque il n'y a pas très longtemps. Ouais, on a reçu un message comme ça. Allô, je ne vous comprends pas bien, veuillez articuler. Ça, c'est la traduction. Je manie très bien non, mais là, je plaisante. Par contre, en 1977, The Big Ear, la grande oreille, comme on l'appelle, a pensé capter un signal. C'est le signal WOO, capté par le radiotélescope. Qu'est-ce que c'est que ce signal? En fait, vous avez une série de 1, de 2. Il y a, bien sûr, dans l'espace, des phénomènes électromagnétiques et on a des fréquences qui se répètent, mais constamment, avec la même rigueur. Et tout d'un coup, là, celui qui était à l'écoute il trouve quelque chose de bizarre. Il dit, waouh, ça y est, j'ai trouvé le signal. Mais en fait, non. Voilà. Donc il avait noté ça et on l'appelle le fameux signal WOO, qu'on n'a pas décrypté. En fait, c'était une aberration de la technique, peut-être. Mais n'empêche qu'il y a quand même des signaux qu'on a envoyés qui sont cryptés en binaire. Parce que voilà, nous avons un système en base 10. On a dit non, mais vous avez tous entendu parler du système binaire, le 0 et le 1. C'est codé de la façon suivante. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, etc. Et jusqu'à 8, le 8 s'écrivant 1, 1, 1. C'est le 8 en binaire. Ah oui, bon, je ne vous ai pas dit, mais il y a aussi sur la plaque, on parlait aussi de ça, le 8 en binaire, on le retrouve ici. Donc, nous avons les nombres là en haut, ici, en partant de la droite, 0, 0, 0, 0, 0, toc, un noir, donc c'est 1, 0, 1, 0, 1, 1, c'est codé, vous avez, on a les noms, voilà, c'est même la date du jour. Ensuite, nous avons le numéro atomique des éléments essentiels à la vie, c'est-à-dire tous les, vous savez, les protéines, voilà, donc il y a des acides aminés qui sont formés de molécules, et ces molécules, elles portent un nom, et puis on peut les répertorier. Voilà, par exemple, ici, il y a la désoxyribose, l'adéine, la thymine, tout ça, c'est codé, toujours en partant dans ce sens-là, en binaire. Bon, j'en passe, hein, mais c'est intéressant à lire. Vous avez le nombre de bases
de DNA, oui, l'acide désoxyribonucléique, oui, et on a évoqué l'acide l'ADN ici, par cette double spirale. On a évoqué ici, encrypté toujours, c'est un système de pixels en fait, hein. On a bon, la statuaire humaine. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ici, ah oui, on a ici la parabole d'Arecibo, hein, et puis plein d'autres choses. Bon, tout ça est codé, c'est envoyé dans l'espace, c'est facile, 0,1, ça s'envoie facilement, et on attend le retour. Et je vais arriver bientôt à la fin de cette présentation, mais je dois vous parler des ovnis, des objets volants non identifiés, bien sûr. Et ces objets volants, maintenant, alors j'ai voulu paraphraser. Objets volants non identifiés, avez-vous donc envie de nous connaître, ou avez-vous donc une âme qui s'attache à la nôtre et la force d'aimer? Bon, ça après, je laisse à chacun le soin. Donc, voilà, ces fameuses soucoupes volantes, comme on disait dans les années 70, maintenant on ne les appelle plus ovnis, on a changé parce que c'était un peu entaché de bizarrerie, on les appelle des PAN, des phénomènes astronomiques non identifiés. Et alors là, j'attends, à chaque fois que je présente ça, tout le monde rit, sauf les jeunes, parce qu'ils ne connaissent pas. J'ai présenté la dernière fois les jeunes, ils disent, c'est quoi ça, monsieur? Bah, j'ai dit, ouais, c'est vraiment l'anthologie du cinéma, il faut connaître ça. La soupe aux choux, oui, avec la denrée. Bon, d'accord. Donc, on les appelle des PAN, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors, on en parle moins actuellement, mais il faut savoir que dans les années 70, je suis allé sur Internet, vous pourrez vérifier, et le dernier qu'on a répertorié, c'était sur le plateau de Valençol. Un brave agriculteur qui allait le matin faucher sa lavande, il voit dans les champs une soupe volante avec des extraterrestres, et puis ils sont partis très rapidement. Tout ça, la police a été avertie, il y a eu des enquêtes, enfin, voilà, c'est intéressant. Pour dire qu'il y avait quand même une ambiance particulière à cette époque-là. Voilà, donc voilà, un projet de... Regardez bien cette photo et regardez bien ce qui suit. Voilà, on peut avoir aussi des effets de nuages qui peuvent évoquer. Et moi, je me rappelle les premiers avions en réaction qu'on voyait passer, mais on n'était pas du tout au courant. On voyait cette grande traînée, ce cigare, on se disait, qu'est-ce que c'est? Donc là, j'avais... Ben là, oui, ça correspond à ça, les années 60, 70. Voilà, illusion d'optique. Mystère à Chicago. Il y a eu des ovnis à Chicago et peut-être que le complot mondial, on les a soustraits. Il y a tout ce folklore. Il y a notamment la zone 51, Area 51, dans le Nevada, qui était sans doute une base d'essai nucléaire. Donc, c'est pourquoi elle est interdite d'accès. Et si vous allez sur Internet, la zone est floutée, parce qu'on veut... Donc, on entretient le mystère. Que s'est-il passé? Mystère. Voilà, c'est la zone est floutée. Par contre, le 4 juillet 1947, il y a eu l'accident de Roswell, au Nouveau-Mexique. Qu'est-ce à dire? Eh bien, c'est-à-dire que nous sommes... c'est pas tout à fait la guerre froide, mais enfin, bon, c'est juste l'après-guerre, on se méfie les uns des autres, les deux grandes puissances mondiales, et que tout objet non identifié est abattu. Donc, au-dessus du Nouveau-Mexique, objet non identifié, tiré, abattu, et on a au sol des débris de caoutchouc, du balsa, ce n'était qu'un ballon sonde. Mais peut-être un ballon sonde espion, on ne sait pas, tout ça a été bien camouflé. Et puis, après, bien sûr, est née cette fameuse légende. Il y a eu sur Roswell, notamment, à côté d'Albuquerque, des fermiers qui ont trouvé des débris métalliques dans les champs. Bon, voilà. C'est créé, pas une psychose, mais un attachement pour ces ovnis, si bien que les Américains, qui sont friands de toutes ces choses-là, et les ufologues, l'ufologie c'est la science qui traite des ovnis, en 1980, il y a eu une publication, c'était le mystère de Roswell, et puis on en a fait un musée, on en a fait un parc d'attractions. Maintenant, Roswell, vous pouvez aller au musée ufologique, vous avez ici une publicité,
On se croirait, alors ils ont vraiment... Bon, vous connaissez peut-être le Futuroscope à Poitiers, c'est vraiment quelque chose de parfait, de bien. Et bien là-bas, tout est basé sur les ovnis et les aliens. Voilà. Puis en 1995, il y a eu le film Odyssée de l'étrange qui a été présenté par Jacques Pradel. Jacques Pradel a beaucoup intervenu à la télé il a beaucoup insisté sur les ovnis. Voilà, donc voici le musée. Je n'ai pas visité, hein, je n'ai pas allé. Donc voici Roswell qui est dans le Nouveau-Mexique, Albuquerque. Et voilà, il y a eu des caches, voilà, où les fermiers ont trouvé des... Bien sûr, l'armée a été avertie, tout ça a été soustrait. Il faut entretenir le mystère. Voilà, bon, voilà ce qu'on peut voir dans le musée aussi. Info ou intox, théorie du complot. Voilà. Donc, il y a un paradoxe, parce que ce que je disais tout à l'heure, Pascal disait que 80% des gens pensent qu'il y a de la vie. Oui, il y a de la vie, mais on ne la voit pas. Et c'est ce qu'on appelle le fameux paradoxe de Fermi. 1950, cet ingénieur aussi dit « Mais comment se fait-il qu'on ne les voit pas? On devrait. » Donc, il s'appelle ceci, c'est la théorie du grand silence. Et c'est les mots de Fermi. L'absence de signaux de la part de civilisations extraterrestres est incompatible avec la présence d'une multiplicité de civilisations extraterrestres dans la galaxie. Donc il y a des signaux, mais nous sommes incapables de les détecter, car ils sont de nature très différente de ceux que l'on connaît. C'est possible, si une des civilisations est plus avancée que nous, sa technologie est forcément plus avancée. Ça, c'est dans une hypothèse basse. Donc, des signaux que nous, on peut envoyer, c'est du morse par rapport, enfin, et encore, je suis loin de la vérité, par rapport à avec leur mode de communication. Nous sommes un peu dans l'imagerie populaire des Indiens d'Amazonie qui voient passer, qui vivent leur vie de cueilleurs-chasseurs, presque encore, hein, qui entendent passer des avions en réaction, et voilà, ces avions en réaction ne les voient pas, bien sûr. Eux, au sol, les voient, mais ils ne peuvent pas communiquer avec eux. Ils ne savent peut-être pas qui conduit ces avions. Ouais, par exemple, c'est une des réflexions qu'on peut avoir. Donc, c'est le grand silence, disais-je. Nos propres signaux électromagnétiques naviguent depuis environ 100 ans et ont donc atteint toute étoile située à 100 années-lumière. En supposant que ces signaux voyagent à la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas certain. Cela correspond donc à 15 000 étoiles. C'est Fermi qui dit ça, hein, je cite. Nous attendons l'accusé de réception. Une autre théorie, je l'ai évoquée tout à l'heure, c'est l'hypothèse du zoo cosmique. Ben, nous sommes, c'est la théorie de la médiocrité, nous ne sommes pas des extraterrestres qui sont bien avant nous, considèrent que nous connaissent, ils nous ont vus, et ils considèrent que nous ne sommes pas encore assez aboutis, et que nous sommes dans une sorte de réserve naturelle qu'il ne faut pas déranger pour des questions d'éthique et de sécurité. Et là, j'ai oublié à mettre ceci, règle transgressée parfois par quelques aliens trop curieux. Ça, c'est moi qui l'ai mis. Voilà. Donc, Nathalie Cabral, voici son livre. Dire que la vie n'existe pas ailleurs est une absurdité statistique. Voilà, donc ça rejoint ma spécialité. Voilà. Alors, je vais citer Héraclite d'Éphèse, 500 ans avant Jésus-Christ, qui disait « Si vous ne vous attendez pas à l'imprévu, vous ne le trouverez jamais. » Et puis, pour clore ce débat, l'absence de preuve n'est pas preuve de l'absence. Voilà tout ce que je peux dire. Maintenant, on peut encore, j'ai certainement d'autres notes, j'avais prévu une conclusion. Voilà, je vais vous donner la parole maintenant. Je vous remercie de votre attention.